Anne Jouan, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez révélé l'affaire Hulot, vous avez contribué également à faire sortir l'affaire du Mediator quand vous étiez au Figaro, et puis plus récemment ce scandale autour de la faculté de l'université Paris-Descartes, faculté de médecine, qui recevait les corps donnés à la science. Alors geste noble, quand on fait don de son corps pour aider la science à progresser, seulement voilà, l'envers du décor est absolument terrifiant, monstrueux, horrible, les mots manquent, l'horreur, l'impensable sur la façon dont ces corps étaient traités, ont été conservés, manipulés, parfois même outragés, j'ai envie d'employer ce mot. Vous étiez venu ici en parler, vous m'aviez montré des photos qui m'avaient laissé absolument sans voix. Vous avez poursuivi cette enquête puisqu'il y a eu des mises en examen suite à votre enquête, suite à ces révélations que vous aviez faites dans l'Express. L'enquête se poursuit aujourd'hui dans Paris Match. Vous avez poursuivi donc cette enquête et ces révélations qui vont au-delà de ce que l'imagination, de ce que l'esprit peut imaginer dans l'horreur. C'est une enquête dans laquelle vous vous êtes plongé, j'ai envie de dire, et qui a dû vous marquer parce que vous avez, là aussi, vous avez l'habitude d'être dans l'investigation, mais c'est un dossier très, très particulier que celui du don des corps, avec encore une fois des gens mis en examen, d'autres qui ne le sont pas. Racontez-nous un petit peu qui sont ces gens qui aujourd'hui sont mis en examen, parce que c'est de là que tout part. Alors en fait, l'information judiciaire a été ouverte en juillet 2020, le 8 juillet, demain ça fera exactement 2 ans. Et c'est une information judiciaire qui patinait un peu au début, c'est-à-dire que 2 préparateurs ont été mis en examen, on en parle dans le papier. Libération avait un peu évoqué les auditions de ces de l'un de ces préparateurs, pardon. Mais là, ce qu'on découvre avec l'ensemble du dossier, c'est finalement l'ampleur de l'ignominie. Et ça, pour moi, c'est nouveau. C'est-à-dire de savoir que, certes, l'un des 2 préparateurs qu'on a appelé Momo dans le papier travaillait pour l'établissement du docteur Ouzou. Vous savez, c'est cette boutique rue de l'École de médecine. Tous les Parisiens sont passés au moins une fois devant dans leur vie. Elle est en face la pâtisserie viennoise, à côté d'un restaurant grec et d'un marchand de disques. Je pense que tout le monde la connaît. Ouais. Cette boutique vendait des squelettes et des crânes à des collectionneurs, à des professeurs de médecine, à des étudiants en médecine. Et en fait, Momo a été salarié de cet établissement pendant des années, au point que le docteur Ouzou lui a donné une facture pour indiquer combien il touchait chaque année en travaillant dans cet établissement. C'était pas du tout un emploi clandestin, comme le dit Momo aux enquêteurs, puisque la secrétaire du centre du don des corps lui signait des bons de transport pour qu'il puisse déplacer les dépouilles et les emmener chez Ouzou. Ça se passait en Normandie. Et Momo partait avec des sacs plastiques dans sa camionnette régulièrement. Il décharnait, selon l'expression qu'il emploie, il décharnait les corps à 80%, c'est-à-dire qu'il enlevait les tissus mous pour que les crânes et les cadavres, squelettes entiers, soient traités et blanchis par les établissements Ouzou en Normandie avant d'être vendus rue de l'École de médecine. Ouais, mais on imagine, là c'est assez soft par rapport au papier, ce que vous racontez, c'est-à-dire que c'est un business, un véritable business de la mort qui existait, et cet individu donc qui est mis en examen, donc pour l'instant pas jugé, mais était le spécialiste des têtes. Je veux juste lire un extrait de votre papier. Un univers inimaginable pour le commun des mortels, un monde dont les frontières entre le bien et le mal étaient abolies, où l'on pouvait jouer au morpion sur des cadavres en gravant leur peau au scalpel, où pour faire des économies, l'on entassait par paquets tête, tronc, bras, jambes, au point d'atteindre parfois les 230 kilos pour un seul cercueil. On parle également des pannes récurrentes des monts de charge. Les préparateurs étaient contraints de descendre les cadavres par les escaliers sur leur dos en les cognant contre les marches. Et c'est un tout petit aperçu de l'horreur. À chaque fois, quand on progresse dans votre enquête, on s'enfonce un peu plus dans l'abomination et dans l'horreur. Pardon, Gilles, vous sachant que le papier est lui-même en deçà de tout ce qu'on a trouvé, mais il y a des choses qui sont un peu difficiles à écrire et surtout à lire.
C'est drôle parce que je voulais lire un extrait. Vous avez lu l'extrait que je voulais lire parce que c'est le début de l'article et c'est vrai que on rentre dedans et c'est plombant de se dire qu'une université de médecine faisait ce genre de choses. Moi, la chose que vous n'évoquez pas dans votre papier, Anne, c'est les étudiants. C'est-à-dire comment les étudiants ont réagi et comment les étudiants ne pouvaient ne pas être au courant. Parce qu'à la fin, vous dites que le grand patron ne va pas être mêlé à l'histoire, sûrement pour des raisons politiques, mais les étudiants dans tout ça, vous en parlez pas dans votre papier? Alors les étudiants, on n'en a pas parlé dans ce papier parce qu'on l'a fait dans les précédents. Effectivement, ils décrivent, notamment, je pense à un papier dans l'Express en décembre ou janvier 2020, où les étudiants racontent qu'ils sont allés au diplôme universitaire qu'on appelle tête-cou pour aller disséquer une tête et que l'une des deux oreilles était complètement abîmée et que le professeur qui faisait le cours d'anatomie leur a dit mais il y a une deuxième oreille, parce que c'est une tête, il y a deux oreilles, donc vous n'avez qu'à disséquer l'autre. Donc les étudiants, on en a déjà parlé, ils racontent que c'était un endroit horrible et tous ces étudiants qui sont devenus entre-temps médecins PH, PUPH ou médecins libéraux ont des souvenirs très précis de leur cours de dissection à Descartes. La question, elle est surtout de savoir comment ce système peut perdurer pendant finalement plus de 30 ans, 40 ans. Là, on est maintenant certains que c'était déjà le cas dans les années 70, voire même la fin des années 60. Et en fait, il y a une espèce de système de bizutage, c'est-à-dire qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire que les étudiants dissèquent, trouvent que c'est sale, trouvent que c'est abominable, mais on leur dit, mais tu sais, c'était pareil pour nous. Donc, si tu te plains, c'est que tu n'es pas capable, et puis surtout, c'est que tu n'es pas un homme. Donc, les étudiants se taisent, pensent que finalement, l'horreur est normale. Il y a une espèce de banalisation de l'horreur et de l'infect, et eux-mêmes deviennent professeurs, continuent à disséquer, etc. Finalement, c'est une chaîne du silence, une chaîne de l'omerta et une chaîne de l'acceptation de l'horreur. Donc les étudiants, ils arrivent en bout de course, mais surtout, c'est le doyen qui est responsable de la santé des étudiants. Et quand les corps VIH ou hépatite C sont proposés à la dissection à des étudiants et à des professeurs sans que ces derniers soient informés, c'est évidemment le doyen qui est en charge de leur santé. Il n'y a pas uniquement Bien sûr, il n'y a pas uniquement le problème de la maltraitance des corps et des morts dans cette affaire. Il y a le problème de la responsabilité, ce qu'évoque Gilles à travers la question des étudiants, mais aussi à travers la question de la responsabilité. Vous le dites, il y a eu des mises en examen, donc j'ai envie de dire lampistes, lampistes parce qu'ils étaient de petites mains, sauf que le professeur Guy Valencien, ancien directeur du centre, pour l'instant n'a pas été inquiété. Le doyen Frilander... C'est même pas qu'il n'a pas été inquiété, c'est qu'il a pour l'instant pas encore été entendu par la juge, mais il est convoqué très prochainement pour la juge. Est-ce que c'est pour une mise en examen? On le verra bientôt. Oui, vous parlez, c'est une association de parents de ceux qui ont donné leur corps qui s'est montée après vos révélations et qui s'interrogent sur des protection politique dont jouiraient certains responsables. Vous expliquez que Guy Valencien a été conseiller d'un certain nombre de présidents, la femme de Guy Valencien également. Donc, est-ce qu'il y a eu des protections? Comment lui n'a pas dénoncé cet état de fait? Lui-même, d'une certaine manière, a participé puisqu'il avait créé à l'intérieur même du centre du don des corps un business qui lui rapportait. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est aussi important à souligner, c'est que d'un côté, il y a les petites mains dont vous parlez, c'est-à-dire des gens, l'univers de Zola, comme m'avait dit un ancien directeur du centre, qui gagnent 1 500 € par mois, qui font des horaires incroyables, qui travaillent dans des conditions ignobles, ils bossent en bottes, ils ont du matériel pour transporter les corps d'un étage à l'autre quand les monts de charge ne marchent pas, c'est-à-dire quand même relativement souvent. Quand il y en a un qui met des fœtus formolés dans un cercueil, il se brûle le nez et les yeux. Ce qu'on ne dit pas dans le papier, c'est que la même journée, après qu'il se soit brûlé avec le formol, il y a une panne de chlorure de zinc qui éclabousse et du coup les pompiers interviennent pour traiter le problème. En fait, comme m'avait dit une source à Descartes, le problème au centre du don des corps, c'est que les vivants sont aussi maltraités que les morts. Ouais. Donc ça c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'extrêmement important.
Et l'autre point, vous parlez du poids politique de certains dirigeants. Face à ces petites mains qui gagnent 1 500, 2 000 euros par mois, même si ce n'est pas du tout une excuse pour revendre des crânes au point de devenir l'heureux propriétaire de plusieurs biens immobiliers, il y a quand même effectivement le doyen dont parle l'association Charnier Paris Descartes, qui était marié à la femme du conseiller, qui était conseillère santé d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il y a le président de l'université qui, lui, a été par contre mis en examen, qui était conseiller de la ministre de la Recherche. Effectivement, Valencien, qui était le conseiller des ministres Mattei, Bachelot, Bertrand. Il y a toute une ribambelle d'acteurs qui font un pendant assez intéressant et comment dire, très différencié par rapport aux petites mains. Est-ce que vous dites pourquoi Guy Valencien, directeur du centre entre 2004 et 2014, n'a pas encore été inquiété? Il est pourtant le fondateur de l'École européenne de chirurgie, une structure privée qui commercialisait sur la même période les corps de nos parents en les revendant à prix d'or. Ça, c'est une citation, pardon. En les revendant à prix d'or à des groupes industriels réalisant en moyenne 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Baudouin Auffray et David Arthur de l'association Charnier de Paris Descartes racontent, ce sont eux qui s'interrogent sur cette question. C'est une très bonne question. Pardon, Gilles, allez-y. Non, moi j'ai deux questions pour Anne. Je trouve que les médias, les autres médias, la télévision ou autres, n'ont pas forcément donné une résonance que ça mériterait cette enquête. Je n'ai pas trouvé que le scandale explosait à la une des JT de 20h. C'est la première question. Et la seconde, est-ce que vous avez subi des pressions ou est-ce que cette enquête a gêné des gens et on vous a empêché d'enquêter? Alors, première question, il y a plusieurs journaux qui s'intéressent à cette histoire. Il y a notamment Le Monde et Libération. En ce qui concerne la télévision, j'ai cru comprendre que des gens comme David Arthur avaient un projet de documentaire sur ce sujet et que, pour le dire poliment, les chaînes n'étaient pas du tout enthousiastes pour ce projet, qui avait même eu certaines pressions dans plusieurs d'entre elles pour que cette histoire ne voit jamais le jour, à cause justement des liens politiques des personnalités qu'on a précédemment nommées. Pour votre question sur les pressions, oui, il y en a eu, surtout au début, notamment des amitiés entre des dirigeants et des membres importants de rédaction de certains journaux, mais ça c'était au début et c'était pas concernant Paris Match. Mais oui, bien sûr, on entend, mais c'est le cas dans toutes les histoires qui dérangent un peu, en fait. Ça existe, c'est vrai, mais notre rôle à nous, c'est de s'en moquer et de continuer à avancer. Oui, et vous avez avancé, travaillé sur cette enquête qui a dû être incroyablement difficile. Il y a des photos dans Paris Match, c'est un exemple, de ces milliers de dents qui ont été retrouvées chez le fameux Momo, qui avait même des crânes. Alors, on l'a pas publié cette photo-là. Non, vous avez publié les mandibules. On parle des dents, mais on n'a pas publié cette photo parce qu'on l'a trouvée un peu... Ouais, terrible. Mais c'est chez ce Momo, il faut savoir qu'on a retrouvé effectivement des crânes montés 89 mandibules, des dents. 89 mandibules, des crânes montés en lampe, des morceaux de squelette, et puis surtout ce que vous racontez, cet homme qui gagnait un salaire tout à fait modeste, chez qui on a trouvé beaucoup d'argent, avait plusieurs appartements. Oui, en fait, comment à partir du moment où il vendait un crâne 500, 600 euros, a-t-il pu se payer une résidence secondaire dans la Sarre, plusieurs biens immobiliers en banlieue parisienne et un studio quai de la Râpée à Paris, comme on le dit un peu ricanant, en face d'Institut médico-légal. Pour avoir l'ampleur de cette somme, il est impossible que ce business ait eu lieu sans qu'aucun dirigeant n'ait pu être au courant de telles pratiques, puisqu'elles étaient quand même industrielles.
On va conclure. Il faut lire cet article, cette enquête dans Paris Match sur 6 pages qui est glaçante. C'est l'univers de Dante, comme vous le dites, au cœur du quartier latin. Aujourd'hui, alors Stéphane, un auditeur pose la question, le centre est fermé, le centre du don des corps est fermé. Et il y a, alors dites-moi, il y a bien une photo qui montre l'état dans lequel se trouvent les locaux après moult et moult nettoyage et que c'est indécrassable. Même après un an, c'est complètement indécrassable, tout à fait. Oui. Ouais. Et est-ce qu'on est le seul pays à traiter nos morts de cette façon ? Et est-ce que les autres centres du don du corps sont plus exemplaires ? Moi, je vous parle de celui sur lequel j'ai travaillé. Pour les autres, il faudrait aller faire des investigations. Ouais. Merci beaucoup Anne Jouan, bravo pour cette enquête et c'est à lire donc dans Paris Match qui paraît aujourd'hui, enquête à lire absolument. Merci à vous.